les terriens, salut les terriennes. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre 5e saison. Notre invité principal ce soir, c'est Napoléon. Alors, Charles Napoléon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je dois vous appeler Votre Altesse Impériale ou je peux dire Ta Majesté pour faire plus jeune? Bon, alors, Votre Altesse Impériale, ça supposerait que vous utilisiez la 3e personne du singulier, Ouais. ce qui n'est pas vraiment facile pour discuter. Ouais. Donc je vous suggère de passer à Charles Napoléon, ça sera plus simple. Charles Napoléon, d'accord. Alors, mettez-vous de profil, là. Il y a un truc quand même, hein. On me voilà rassuré. Non, non, il y a une ressemblance. Mais vous êtes grand, vous, hein. Oui, c'est Mettez-vous ça. debout pour voir. Oh, mais dites donc, alors. Oh là là là. C'est plutôt De Gaulle que Napoléon, non? 6 pieds, 6 pouces. Ah ouais, vous êtes immensément grand. Eh oui. Vous êtes assez charmant comme prince, finalement, non? C'est à vous de voir, hein, ça, j'en sais rien. Alors, en pair, nous serons tous les deux, Charles. Oui. Nous parlerons de vous, de votre famille, de Oui. votre vie, de vos idées. Et nous verrons si chez les Napoléons, c'est comme Rocky, le premier est bien, puis les autres sont un peu décevants quand même. En P2, nous accueillerons 2 nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. Nous parlerons de son nouveau livre, La Constitution française pour les nuls, qu'il a écrit pour Nicolas Sarkozy. Non, Jean-Louis Debré nous parlera de En tête à tête avec Charles de Gaulle aux éditions Grunt. Voilà. Très bien. Toujours en P2, nous accueillerons Odon Vallée, qui a donné son héritage, Bien sûr. incroyable, 147 millions d'euros à une fondation pour aider les étudiants. Alors, il paraît qu'on brûle sa photo dans les réunions du MEDEF, quand même. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Paul François, un agriculteur contaminé par les pesticides qu'il utilisait, est victime d'une grave maladie neurologique. Terrifiant. Comme quoi, la mort est dans le pré. Ouais. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Charles Napoléon, rebonsoir. Bonsoir. Presque 200 ans après sa mort, Napoléon fascine toujours autant les gens, et pas seulement les Français, les Anglais, qui étaient pourtant ses grands ennemis, même les Japonais. Jean Tullard, éminent spécialiste, a compté autant de livres sur Napoléon que de jours écoulés depuis sa mort. Eh oui, ça en fait plusieurs dizaines de milliers. Ça fait 69 000. Pourquoi il fascine comme ça, à votre avis? Je crois que c'est le destin. Au Ouais. fond, c'est un homme qui part de peu de choses. Petite famille notable d'Ajaccio, Ajaccio 4000 habitants à l'époque, ouais. et qui devient l'homme le plus puissant de la planète à son époque. Et c'est aussi le personnage en lui-même qui a mené 60 guerres pendant sa carrière et qui en même temps réformait la France. Et puis, il y a bien sûr la chute à Sainte-Hélène, qui a forgé son image pour la postérité. C'est très très beau. Puis il s'en est un peu occupé de sa légende quand il était à Oui, oui, Sainte-Hélène. oui, c'était un grand communicant. Alors vous-même, vous avez écrit 3 livres, Bonaparte et Paoli, Oui. Napoléon par Napoléon, et le dernier, Napoléon, mon aïeul, c'est inconnu, chez XO Éditions. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Napoléon? Ben, d'abord, il y a les sources évoluent, si vous voulez. On trouve quasiment chaque jour des documents nouveaux. Et puis d'autre part, il y a une compréhension qui est liée finalement au temps. C'est-à-dire que chaque époque, d'une certaine manière, peut écrire son propre Napoléon. C'est un bon business, finalement. En effet. Alors vous vous appelez Charles Napoléon, ça fait un peu bizarre comme nom. Pourquoi pas Jean-Michel Louis XVI ou... Donc vous êtes l'arrière-arrière petit-neveu de Napoléon Ier. Vous êtes l'aîné des descendants de Napoléon aujourd'hui Oui. vivant. Vous avez des points communs avec lui? Est-ce que votre femme est infidèle, par exemple? Écoutez, pas à ma connaissance. Bon. Hein, Ouais. Au niveau conquête, vous êtes bon? ça marche pas mal, parfois. Je me défends. Ouais. C'est vrai que la dernière fois que vous étiez là à Moscou, votre hôtel a brûlé. Alors, votre père vous a élevé dans l'idée qu'un jour, vous seriez appelé à prendre la succession au trône et vous dites « je devais être Napoléon VII Bah oui. ». Mais personne n'avait dit à votre père que ça n'existe plus comme boulot, empereur. C'est un des comptes logiques, Ouais, Napoléon VII. ouais. Alors en effet, c'est mon point de vue. Je pense que c'est un boulot qui n'existait pas. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu quelques discussions avec lui. Oui, oui. Mais lui, il voyait vraiment un retour de l'Empire. C'était un républicain. Il était en fait assez proche de Giscard d'Estaing, on peut dire, un Ouais. républicain libéral. Ouais. Et en définitive, il n'écartait pas l'hypothèse qu'un jour, dans une hypothèse qui n'était jamais précisée, la France puisse avoir Ouais. besoin de lui. Voilà, c'était... Alors, vous avez été baptisé par un futur pape, Oui, oui. Roncalli, C'est exact. et vous grandissez dans un appartement de 3 étages,
boulevard Suchet, dans le 16e arrondissement, meublé par des collections rassemblées pendant un siècle. À l'entrée, chez vous, il y avait un tableau de David. Le franchissement du Saint-Bernard, Voilà, qui était un voilà. essai, oui. Au garage, il y a des Ferrari, des Aston Martin. Enfin voilà, vous avez quand même été élevé comme un riche. Mais comme un riche, absolument. Est-ce que cela vous pesait étant enfant? Si vous voulez, l'image de Napoléon qui était implicite, si vous voulez, c'était une image très césarienne. Ouais. C'est une image un peu froide, c'est une image un peu rigide. Ouais. Et donc, un enfant qui pousse, ça lui est pas spontanément sympathique. Ouais. Alors en 68, vous faites vous aussi votre révolution. Vous quittez le lycée Janson de Sailly en terminale, vous claquez la porte de la maison familiale et vous allez être le premier Bonaparte, disons, le premier Napoléon, qui travaille pour gagner sa vie. Oui, Enfin, faut dire, c'est des Corses en même temps. Oui. Oui. Vous dites, mon père avait hérité d'une fortune et moi j'étais salarié. Oui, ça n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, mon père était propriétaire de sa fortune, il en faisait ce qu'il voulait. Grosse fortune? Oui, une fortune importante, en effet, oui. Ouais. Vous voulez savoir combien? Oui. Ben, j'en sais rien, je peux même pas vous le dire, Ah ouais. j'en sais Il rien. vous l'a jamais dit, votre père? Il me l'a jamais dit. Oh. Ah non, c'est comme Ouais. ça. Dans ces classes de la société, en définitive, on parle pas argent. Ouais, ouais. C'est vraiment, si vous voulez, vraiment le gratin, quoi. Donc on parle jamais C'est argent. pas bling-bling, quoi, C'est Napoléon. pas bling-bling, Ouais. c'est pas bien vu de parler argent. Alors, deuxième révolution, vous divorcez. Vous divorcez de la princesse de Bourbon-Sicile Oui. pour épouser une roturière corse. C'est terrible. Hein. J'ai suivi ma propre évolution. Ouais. Alors, votre père vous déshérite au profit de votre fils Jean-Christophe, qui a 12 ans à l'époque. Pourquoi? C'était une manière de dire je n'approuve pas son point de vue, sa manière de vivre, cette manière républicaine et libérale, je dirais, de vivre. Voilà ce que ça voulait dire. Alors, Napoléon, votre Oui. ancêtre, a laissé quoi à la France? Ah, il a laissé un héritage absolument considérable et qui, assez curieusement, est davantage compris par les étrangers, souvent, que par les Français eux-mêmes. Ouais. Il a, au fond, bâti la nation française. Moins, d'ailleurs, au travers des guerres qu'au travers de son œuvre civile, quoi. Parce qu'il a fondé la France moderne. Le problème, c'est qu'il a aussi bâti la nation allemande et la nation italienne, et qu'après, Oui. ils nous ont mis sur la gueule, quand même. Alors, Mais c'est vrai. C'est un très grand classique de l'histoire, ça. Ouais. Hein. Alors, le code civil, évidemment. Hein. En effet, les bases du droit, les bases du code civil napoléonien, sont toujours celles que nous utilisons aujourd'hui. Et puis, la liberté religieuse avec le Concordat, c'est-à-dire qu'il a important. reconnu les protestants, les juifs. Enfin, c'est oui, quand même bien sûr, oui. très important. C'est en effet très important. Alors après, il y a les points négatifs, évidemment. Il y a 1 million de morts, quand même. Hein. Verdun a fait 700 000 morts. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les guerres, si vous voulez, sont épouvantables. Chaque fois qu'il y a un mort, il y en a un de trop. Mais en définitive, sur le plan de l'histoire, est-ce que l'on juge Churchill au bombardement qu'il a fait sur l'Allemagne? Est-ce que l'on juge Staline aux millions de morts qu'il a fait dans la campagne contre l'Allemagne? Est-ce qu'on juge Truman au bombardement atomique des villes japonaises qui ont fait des centaines de milliers de morts? Donc l'histoire, elle n'est pas là en réalité. Bien entendu, on peut considérer que c'est un mode archaïque de résolution des conflits. Je suis un pacifiste. Mais pour l'époque, c'était la manière dont on résolvait les conflits. Alors, il vous a laissé quoi, à vous, Napoléon? Votre bague? Alors j'ai une bague, oui, en effet, à laquelle je tiens, parce qu'en effet, c'est une bague qu'il a faite donc à Sainte-Hélène pour son fils. C'est un portrait de Napoléon. Ouais. C'est pas un objet d'une très grande valeur, mais c'est un objet qui, pour moi, a une grande valeur. C'est une sorte de fil qui me relie à lui. Voilà. Ouais. Alors, en P2, nous allons commenter l'actualité de la semaine et forcément parler de Nicolas Sarkozy. Vous réagissez comment quand on compare Nicolas Sarkozy à Napoléon Ier? Mais je note d'abord que ce n'est pas toujours nécessairement un regard positif. Pourquoi? Parce que c'est Waterloo aujourd'hui? Je vous laisse apprécier. Non, alors c'est vrai que il y a une question de taille d'abord, Oui. c'est-à-dire qu'ils sont petits tous les deux. Et puis ils avaient le même. J'ai appris en lisant votre livre qu'il avait le Il y a même. un tic, un quand petit il tic de était énervé l'épaule, comme ça. En effet, oui, lorsqu'il y a un énervement. C'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre, oui. Et puis aussi, il y a une chose de commune, c'est qu'en fait, l'étoile de Napoléon a commencé à pâlir quand il a quitté Joséphine. Oui. Et finalement, l'étoile de Sarkozy a commencé à pâlir quand il a quitté Cécilia. Peut-être, oui. Regardez bien. Regardez bien. Nous sommes toujours en compagnie de Napoléon. Et nous accueillons Jean-Louis Debray, bonsoir. Et Odon Vallée, bonsoir. Alors, Jean-Louis Debray, vous êtes ici ce soir pour défendre la politique de Nicolas Sarkozy à l'égard des Roms. Non, je plaisante, Jean-Louis. Non, mais ne me regardez pas comme ça, c'est une vanne. Ça m'a pas échappé. Vous savez bien que je ne vais pas vous demander ça. Vous êtes président du Conseil constitutionnel
Et votre boulot, c'est de dire si les lois sont constitutionnelles ou pas. Alors Sarkozy, il s'en fout que vous disiez non, parce que de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est de les présenter au journal de 20h. Restez impassible, toujours, hein, quand je vous parle de ça, là. Chaque fois que je vous vois, je reste Ah impassible. ben, il faut rester impassible, il faut rien dire quand on est président du Conseil Mais on constitutionnel. n'est pas surpris. Alors, vous allez peut-être nous dire ce que vous avez pensé du triste spectacle de l'Assemblée nationale cette semaine, alors. Oh, c'est pas nouveau. Vous avez été le président de l'Assemblée Ça nationale. vous a pas échappé. Ça m'a pas échappé. J'en suis ravi. Là, on a quand même vu des députés socialistes poursuivre le président de l'Assemblée nationale jusque dans ses appartements en le traitant de fasciste. Quand même, je pense pas que ça soit déjà arrivé, Et ça. ça m'est pas arrivé. Voilà. Ben voilà, vous avez répondu. Aujourd'hui, vous savez, je crois que la politique est devenue un métier du spectacle. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on vient chez vous, Thierry, Oui. soit on va dans l'hémicycle. Oui. Et bien là, ils ont trouvé que c'était plus Il y a facile d'aller plus à de l'hémicycle. spectateurs chez moi. Vous êtes un sage. Ah, ça, vous pouvez répondre à ça. Écoutez, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Sage bah par si. rapport à qui et par rapport à Par quoi rapport à nous tous. Ah oui, Jean-Louis. par rapport à vous, oui. Un sage, mesdames, messieurs. Un sage qui fait beaucoup de vélo. Oui, j'adore ça. 1h30 de vélo par jour. À peu près, oui. Voilà. Vous avez un petit maillot moulant? Moulant, non. Non. Et maillot, non plus. Ah oui. Vous n'êtes pas habillé comme ça que vous faites du vélo, quand À même. peu près, j'enlève ma cravate. Ah, d'accord. Le problème, mon cher Jean-Louis, c'est que vous avez brûlé un feu rouge au mois d'août. Ah, attendez. À l'angle de la rue de Rome et du boulevard des Batignolles, ça a été rapporté par le journal Le Monde, donc qui est un journal sage. On a parlé de Debray-Gate à l'époque. Non, alors, attendez. C'était un dimanche à 8h30 du matin, en plein mois d'août. Oui. Et je pense que celui qui a envoyé le petit article dans Le Monde, si je vois bien qui est, c'est celui qui a brûlé avec moi le feu rouge. Oh là là! C'est pas très constitutionnel quand même de brûler des feux rouges quand même, non? Mais non, c'est pas bien. Il y a une excuse possible, si c'était pour apporter une bière Corona à votre ami Jacques Chirac. Avec qui vous en buvez pas mal quand même. La seule différence qu'il y a entre lui et moi, Oui. c'est que lui préfère les blondes et moi les brunes. Ah. Alors comment il va? Il va bien? Il va bien, il m'a demandé de vous saluer. Ben, vous le féliciterez en tous les cas, parce que le coup de faire payer les emplois fictifs de la mairie de Paris par l'UMP et que Delanoë retire sa plainte, c'est du grand art, hein, non? Ça s'arrose au champagne fictif, évidemment. Vous êtes en pleine forme, hein? Je suis en pleine... Vous aussi? Ah mais- oui, vraiment. Non. Vous faites pas du vélo chaque jour. Non, mais je fais de la gymnastique, moi. Ah bah ça Ouais, c'est pour ça. Ça m'étonne pas. pour ça. C'est comme ça que votre esprit est plus agile. Alors, Jean-Louis, vous publiez aux éditions Grunt en tête-à-tête avec Charles de Gaulle, illustré à la gouache, au crayon, au fusain, à l'aquarelle, par Philippe Laurin. Et c'est magnifique. C'est quelques images. Ouais. Je suis frappé par plusieurs choses. Par la solitude du général. Solitude lorsqu'il était militaire. Il a prôné une réforme de l'armée. Il était seul, seul contre la hiérarchie, seul à Londres, où tous les intellectuels, tous les gens qui pensaient, tous les politiques étaient restés à Paris. Il est parti pour organiser la résistance, seul sous la 4e République, pour dénoncer le régime des partis, Ouais. seul face au problème algérien, seul face à mai 68, Ouais. et seul à Colombey à la fin. C'est vrai. Alors, à l'âge de 14 ans, avec votre père, Michel Debray, donc, qui a écrit la Constitution de la Ve République, vous alliez déjeuner une fois par an chez le général, et il surveillait vos carnets de notes, et vous aviez très peur, vous, de ces critiques. Qui était justifié. Oui. Qui était justifié. Pourquoi, vous n'étiez pas très bon, Jean-Louis? Pas terrible. Ah. Pas terrible, sauf en histoire et en français. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que André Malraux vous aidait à faire vos dissertations, quand même. C'est vrai, un jour, j'avais à commenter une phrase de Malraux, et le professeur était très admiratif de Malraux. Et moi, je suis très paresseux, et j'avais trouvé un bon filon, c'était de demander à Malraux de rédiger ma rédaction. Malraux me dit « Installe-toi là, je te dicte ». J'ai naturellement mal pris en dictée, je rends ma copie au prof. Heureux, dis-tu. Ah, voir, moi qui ai généralement 4 ou 5, là je me trouve avec 20. Il rend les copies, 0. Il regarde, et à ce moment-là je lui dis, mais vous êtes nul, c'est Malraux qui a écrit. Il n'a pas voulu me croire que j'étais collé. Alors, Odon Vallée, rebonsoir. Bonsoir. Alors,
Vous êtes diplômé de Sciences Po, énarque, docteur en droit, en sciences, en religion. Vous êtes professeur à la Sorbonne et à Paris 7. Vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur à la Croix. Mais si vous êtes ici ce soir, c'est parce que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas dit du bien d'un mec riche. En effet, alors que vous étiez à la tête d'une fortune de 147 millions d'euros, héritée de votre père, vous avez préféré en faire une fondation et tout donner en bourse à des étudiants du monde entier. 147 millions d'euros. Ouais, c'est effectivement la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, remet chaque année 2100 bourses au Vietnam, Voilà. dont les 15 meilleures sont en France et 6 sont à l'école polytechnique. Il y en a 900 au Bénin, dont 7 sont en France, 4 au lycée Louis-le-Grand et 3 dans les écoles d'ingénieurs. Et puis il y en a 300 dans les écoles d'art, comme Boulle, Estienne, Ouais. l'école de l'image des Gobelins, etc. Enfin, Odon, personne ne vous a jamais dit que le but de l'existence était de s'acheter des Rolex, des écrans plats et des grosses bagnoles. Écoutez, j'ai au poignet une montre qui coûte quand même 120 € et qui, à mon avis, est le meilleur rapport qualité-prix. Et elle est très solide et ça fait 5 ans que je l'ai. Alors vous allez remettre vous-même l'argent au boursier Bien sûr. sur place, hein. Tout à fait, il faut faire très attention à ce que l'argent ne se perde pas, à limiter au maximum les frais généraux, et puis à être sûr qu'en Afrique, le papa ne va pas prendre la bourse pour s'acheter une deuxième épouse, etc., etc. Donc, effectivement, je remets l'argent de la main à la main, on compte, on Ouais, c'est recompte ça, les oui. billets. Oui, c'est incroyable, ouais. Eh oui, c'est absolument nécessaire. Au Vietnam, au Bénin, on fait pareil. Et comme ça, 100% de l'argent va bien aux études des jeunes élèves, étudiants. Il y a des critères extrêmement draconiens. Redoubler, c'est perdre sa bourse, hein. Oui, bah évidemment, parce que quand dans une classe, vous avez 60 élèves, si vous ne remettez pas la bourse au premier qui est tout aussi pauvre que le 50e, Oui. et que vous la remettez au 50e, il y en a 49 qui vont hurler, hein. Ouais. Donc, il ne faut pas faire de l'assistanat. Il faut donner à des étudiants méritants, pauvres, mais bons. Alors, vous avez des taux de réussite extraordinaires. C'est pratiquement 100% au bac, hein. Au Vietnam, 100%, dans l'Académie de Paris, 93%, et au Bénin, 93%, alors que le taux national au bac est de 37%. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. C'est fabuleux, je trouve, hein. Quand on pense qu'Odon aurait pu être le Paris Hilton français. Alors, en plus, vous vivez avec votre salaire de prof, hein. Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de charge de famille. L'appartement, je l'ai eu de ma mère, donc j'ai pas de charge de Mais loyer. c'est un petit faut pas appartement, se plaindre. c'est un petit appartement dans le 6e arrondissement. Et quand on regarde par la fenêtre, il y a un mur en face. Enfin, Bah, vous savez, un mur en face, il y a beaucoup d'appartements qui ont des murs en oui, face. mais à portée de main, le mur. Non, le mur, c'est celui du lycée Montaigne. Alors, si ça se trouve, Bernard Tapie, qui vient d'hériter de 210 millions d'euros, Avant va impôt. voir cette émission, va faire comme vous, il va peut-être faire une fondation. Non, je déconne, Bernard. Vous savez, d'une certaine manière, ces élèves et ces étudiants m'apportent beaucoup parce que par leur réussite, ils montrent que cet argent est utilement dépensé. Comme le disait Aragon, j'aurais rêvé d'être peut-être utile. Ouais. Bah, finalement, c'est le rêve de tout un chacun dans sa vie, hein. En sachant que l'ascenseur social, aujourd'hui, il est un petit peu en panne. Et pas seulement en France, mais dans de nombreux pays. Malheureusement, il est beaucoup plus difficile pour un jeune homme ou une jeune fille de milieu modeste de réussir dans les études aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Ouais. Bon, alors, un big up pour Odon Vallée, les enfants, là, hein. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1, et c'est Caroline Fourest, chroniqueuse au Monde et France Culture, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ces derniers temps, quand un curé fait la une des journaux, désolé mais c'est souvent qu'il est mêlé à une affaire de pédophilie, comme cette semaine encore en Belgique. Alors à force, on croyait que l'église catholique était totalement discréditée. Mais voilà que cet été, miracle. En prenant la défense des Roms, le pape est redevenu une référence morale aux yeux de la presse.
D'un coup, on s'est souvenu que 64% des Français se disent catholiques et que Sarkozy allait devoir lui aussi s'en souvenir pour 2012. Alors c'est vrai, les curés n'attirent plus personne à l'église, mais attention, dans le showbiz, ils font un carton. Au début de l'été, les prêtres chantants de Spiritus Dei se sont classés en tête du top 50. Et pour la rentrée, voilà qu'un film qui raconte la vie des moines de Tibérine devance les films hollywoodiens. Et puis surtout, faut voir au-delà de la France. Catholique, ça veut dire universel en grec. Non seulement le catholicisme reste la première religion au monde, mais en plus, il progresse sur les marchés émergents. Depuis l'an 2000, le nombre de baptisés a augmenté de 10% en Amérique du Sud, 15% en Asie, 33% en Afrique. En fait, pour relancer la marque, faudrait tenter un coup de com'. Prions, mes frères. Par exemple, changer le PDG. Bah oui, au lieu d'un Allemand de 83 ans, pourquoi pas un nouveau boss plutôt dans le genre du fondateur de la boîte, une trentaine d'années, beau gosse, venant d'un pays du tiers-monde, avec une volonté de remuer l'ordre établi. Et ben là, ça pourrait ressusciter la marque. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Voilà. Alors Caroline Fourest, bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste, éditorialiste, scénariste, réalisatrice, chroniqueuse au Monde et à France Culture, et vous dirigez Pro-Choix, une revue féministe, antiraciste et laïque. Voilà. Alors, Caroline, quand vous écoutez ce qu'a fait Odon Vallée, vous dites pas que c'est magnifique le catholicisme quand même? Mais j'ai tendance à croire qu'en fait, la meilleure part des hommes, c'est leur part humaniste, et qu'ils puissent dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle philosophie pour être humaniste. Moi, ça me va très très bien. Non, mais c'est vrai que dernièrement, chaque fois qu'on parlait des catholiques, c'est toujours des affaires de pédophilie. On pensait même en 11e commandement, tu ne coucheras pas avec les enfants. Et puis quand il y a eu l'expulsion des Roms d'un seul coup, on s'est dit, tiens, voilà, il y a une puissance morale, il y a le pape qui dénonce, il y a les évêques, il y a même Christine Boutin qui s'y est mis. Ça vous fait plaisir, ça, quand même? Bah, ça me fait énormément plaisir de voir le pape se battre pour de bonnes causes, bien sûr. Ouais. Je suis un petit peu étonnée que les gens se disent « Ah bah alors, comment vous redécouvrez le pape, vous redécouvrez que ça peut être une autorité morale, vous, méchant, anti-religieux que vous étiez quand il soutenait la pédophilie. » Mais c'est quand même un peu logique que les gens préfèrent un pape qui mette en garde contre la xénophobie plutôt qu'un pape qui soutient la pédophilie. Oui. Moi, je trouve ça quand même très logique, au fond. Ils sont bizarres, les gens, non? Vous ne trouvez pas? Alors quand même, Benoît XVI ne soutient pas la pédophilie. Son prédécesseur, Bien Jean-Paul entendu. II, avait été beaucoup plus laxiste puisqu'il n'avait pas condamné des prêtres comme un Mexicain, le père Manciel, qui avait abusé de nombreux enfants. À la différence de Jean-Paul II, Benoît XVI a quand même été plus sévère depuis 4 ans. Mais c'est vrai que pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, l'Église a trop souvent lavé son linge sale en famille et fermé les yeux sur de nombreux scandales, spécialement en Irlande, États-Unis, Canada et Belgique. Je le reconnais volontiers que Benoît XVI a entamé depuis quelques années un travail courageux de libération de la parole, de fin du tabou, de fin de la tournante aussi, parce que quand même, il faut le dire, l'Église a pratiqué pendant très longtemps la pratique de la tournante. C'est-à-dire que quand un enfant était abusé et venait se plaindre auprès de la hiérarchie, on lui disait de se taire et on faisait tourner le prêtre de paroisse en paroisse, parfois 80 km à la ronde. Il arrivait à violer jusqu'à 200 enfants à lui tout seul. Et j'ajouterais que parmi les abuseurs d'enfants, il y a eu de nombreux pasteurs protestants, par exemple au Canada. Il y a de nombreux instituteurs laïcs en France. Il y a eu des moines bouddhistes au Tibet ou au Japon. Et il y a eu des imams musulmans au Sénégal. Charles. Moi, j'ai une conception, je dirais, plus laïque que ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Et je dois dire que je suis un petit peu étonné de l'utilisation, de l'instrumentalisation qui est faite de la position de l'Église, non pas par rapport à la question de la pédophilie, mais par rapport à la question des Roms. Ouais. Je trouve qu'on donne une importance que manifestement, elle ne mérite pas, parce que je pense que l'opinion publique ne doit pas être faite essentiellement par le point de vue des églises. Après tout, les églises ont pris sur la question des Roms des positions que personnellement je soutiens, mais on peut dire que 10 fois, elles ont pris des positions qui sont pour le moins contestables, en tout cas de mon point de vue, que ce soit sur la question du statut des femmes, que ce soit sur la question du préservatif, de l'homosexualité. Donc je considère que dans le monde moderne, c'est à la République de dicter sa loi, et puis c'est aux églises de s'aligner. Vous pensez que les médias n'ont pas en fait dit du bien du pape, mais c'est une façon de dire du mal de Sarkozy, quoi, en gros? Oui, on peut voir ça comme ça. Je trouve une bonne chose que les églises, aujourd'hui, abordent en face, en responsabilité, les problèmes de société. C'est très différent d'avoir des églises qui expriment leur point de vue comme toute autre association, philosophie, enfin un groupement d'êtres humains,
Et plutôt que de mettre l'Église sur un piédestal et de lui conférer une parole d'autorité. Et Nicolas Sarkozy, là, paye en fait un retour de bâton, car il a lui-même essayé de faire une tentative concordataire totalement anachronique, en parlant de laïcité positive, en donnant une place au pape qui Il a fait un n'était pas discours la à la sienne. Tran en disant que le curé, c'était Voilà. mieux que l'instituteur. Et en réalité, je pense que si les médias donnent autant d'importance aussi à la parole aujourd'hui du pape, qui critique de façon indirecte quand même la politique de Nicolas Sarkozy, c'est aussi le juste retour de ce que le président lui-même a essayé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Alain Minc quand le pape a critiqué les expulsions de Rome? Alain Minc qui dit que ce pape est allemand et il ferait mieux de ne pas la ramener. La phrase de Minc est absurde, idiote, inutile, excessive, mais plus grave. Elle laisse revenir un espèce de relent d'anti-allemand. Tout l'effort des politiques depuis la guerre, général de Gaulle. qu'ils soient de Gaulle et droite Adenauer, et de gauche, aussi bien de Gaulle que Mitterrand, a été d'essayer d'éviter que les deux ennemis héréditaires arrêtent de se combattre. Et une phrase comme ça, pour un conseiller du président, est une phrase qui, moi, m'a fait mal, parce que, en une phrase, on oubliait plus de 50 ans de vie politique où les uns et les autres ont fait un effort de réconciliation. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. 66% des Français pensent que les journalistes ne sont pas assez indépendants du pouvoir. Eh ben Nicolas Sarkozy, lui, pense exactement le contraire. Pourtant, il ne devrait pas être inquiet. Il a nommé lui-même le PDG de France Télévisions, Stéphane Guillon a été viré de France Inter. Maurice, ça devient vraiment compliqué. Et aux dernières nouvelles, Martin Bouygues est toujours le parrain de son fils. Non, le problème, c'est la presse écrite. Cette semaine, c'est Le Monde qui accuse en une l'Élysée d'espionner ses journalistes. Être attaqué par un journal qui a appelé à voter Ségolène en 2007, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, tout le monde s'y met. Marianne le traite de voyou, le Nouvel Obs se demande s'il est dangereux, tandis que Le Point, qui est censé être à droite, se demande carrément s'il est nul. Ah là là, il est loin le temps où Nicolas cavalait en tête des sondages sur son cheval blanc, suivi d'une cohorte de journalistes filmant ses exploits. Appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Mais bon, que voulez-vous? La presse ne fait pas vraiment l'opinion, elle en serait plutôt le reflet. Si 10 millions de Français rêvent de devenir propriétaires, eh ben l'immobilier est à la une. Et si 69% des Français trouvent que le bilan de Sarkozy est nul, eh ben pareil. Et puis après tout, quand le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme, est-ce si surprenant que la presse concentre ses attaques contre lui? Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, Nicolas Sarkozy est-il un mauvais communicant? Non, c'est un bon communicant, mais à un moment donné, à force d'envahir à ce point la communication, il a aussi un retour de bâton légitime. Eh oui. Il est tellement interventionniste, mais d'une façon peut-être que les gens parfois fantasment un peu. C'est-à-dire qu'ils finissent par imaginer qu'il appuie sur les boutons, qu'il peut un peu intimider les journalistes, les éditorialistes. Mais il est tellement un enfant de la télé que parfois il se prend pour le directeur des programmes. Et il récolte en retour légitimement la rage des journalistes qui n'aiment pas bien travailler dans ces Vous voulez dire, celui qui a vécu par la communication périra par la communication, finalement. Eh oui. En tout cas, en démocratie, quand on a un président qui a autant de mal à comprendre la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose que visiblement, vraiment, c'est pas son truc, la séparation des pouvoirs. Il ne le comprend pas. Le rôle d'un contre-pouvoir comme la presse, c'est de lui expliquer. Donc on lui explique. Charles. On est dans un pouvoir qui, finalement, tous les matins, se pose la question de savoir comment il va être perçu. Or, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut gouverner un pays? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut réformer un pays? Est-ce que la réforme ne demande pas des investissements de très long terme et des explications de très long terme qui peuvent passer par des périodes d'incompréhension? On peut pas réformer une société en voulant être aimé quotidiennement. Je crois que c'est antinomique. En gros, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a ceux qui veulent entrer dans l'histoire et il y a ceux qui veulent faire l'entrée du journal de 20 heures. C'est pas exactement la même espèce. Moi, je me marre parce que... je vois Jean-Louis Debray qui boit du petit lait, bien sûr, mais qui va me dire que, bon, voilà... J'espérais que vous alliez m'oublier. Non, mais il y a quand même un truc, c'est qu'on n'a jamais vu ça, quoi. Là, il y a une agressivité, c'est vrai. Est-il nul? Cet homme est dangereux? Le voyou de la République? On pourrait se demander, d'ailleurs, si la presse a raison de s'aligner sur la familiarité du président. C'est-à-dire que le président, il dit « casse-toi, pauvre con », c'est quand même incroyable. Est-ce que la presse a raison d'en surajouter, finalement?
Est-ce que la presse ne devrait pas, au contraire, prendre du recul par rapport à ça? C'est un vrai défi. Hein. Ouais. Sincèrement, quand on est éditorialiste aujourd'hui, le président a mis la politique à un tel niveau que c'est difficile de ne pas tomber aussi bas. Ouais. C'est difficile de ne pas tomber dans la vulgarité, c'est difficile de ne pas tomber dans la brutalité et dans la violence. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre. En même temps, les journaux ont faim, on va dire les choses clairement. Oui, il faut dire aussi que ça vend, hein, le Voyou de la République. Ils n'ont jamais autant vendu. Et si ces couvertures défoulent autant les gens, c'est quand même qu'il y a quelque chose de profond. En même temps, on n'est pas là pour défouler non plus, on est là pour essayer justement d'élever le débat public, d'élever la démocratie. Mais sincèrement, on n'a pas le sentiment d'être servi par la classe politique au pouvoir. Oui, ceci étant, quand on est élu local, quand on fréquente les gens, je dirais, de tous les jours, on se rend bien compte que c'est quand même pas la préoccupation essentielle des gens. Je veux dire, la question de savoir ce qu'est ou ce qu'est pas Sarkozy, si c'est un voyou ou pas un voyou, bon... Je veux dire, les gens, ils s'occupent d'emploi, c'est ça les questions qui les préoccupent, c'est leur transport, les temps de transport finir dans Paris, enfin, c'est des choses vraiment quotidiennes. C'est comme si on ne s'intéressait pas réellement aux problèmes des gens. Je ferai juste une remarque par rapport à ce que vous dites, parce que souvent on accuse les médias de ne pas avoir les mêmes hiérarchies que l'ensemble des Français. Et en fait, si on faisait une couverture de Marianne ou d'un autre magazine sur le coût du ticket restaurant, personne ne l'achèterait, c'est pas vrai. Les couvertures traitent des choses qui sont les plus emblématiques et à l'intérieur, on traite de la crise du logement, qui pour moi est un des sujets majeurs en ce moment. On traite de la question des retraites en ce moment pleinement. Donc il faut aussi comprendre que dans les médias, il y a des espaces pour traiter les choses différemment. Aujourd'hui, ces couvertures, elles m'ont amusé un moment. Aujourd'hui, elles ne me font plus acheter ces journaux. Parce que trop, c'est trop. Moi, j'appartiens à une famille qui a fait de la politique. Oui. Je me suis passionné par la politique. Aujourd'hui, elle ne m'intéresse plus. Je ne me retrouve plus dans les titres de journaux. Oui, mais ce que vous dites, Jean-Louis Debré, c'est pas valable que pour la France. Enfin, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une évolution du temps médiatique. Et vous dites que les hommes politiques en souffrent, les intellectuels en souffrent aussi. On en souffre tous d'avoir moins de temps pour parler des problèmes de fond. J'ai une chronique, je suis entièrement libre et j'essaie justement plutôt de parler des problèmes de fond que des problèmes de surface. C'est encore possible, mais c'est possible en moins de mots. Il faut le dire toujours plus synthétiquement et ça oblige de travailler encore plus, mais c'est toujours possible. Bien. Et bien voilà, Caroline, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans Le Monde et sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de Napoléon, Jean-Louis Debré, Odon Vallée. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Paul François. Bonsoir. Alors, vous êtes agriculteur, vous avez été empoisonné par des pesticides que vous utilisez, et aujourd'hui, vous devriez être mort. Mais je suis bien vivant et... Bien vivant, mais bien malade quand même. Des dégâts collatéraux par rapport à cet empoisonnement, au niveau neurologique, néphrologique et immunitaire. Enfin, quand on voit ce qui vous est arrivé et que nous, on mange tout ça, ça fait peur. On parle justement souvent du consommateur et de l'environnement. Les premières victimes, ça va être nous, les agriculteurs. Ouais. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. À vous, Stéphane, pour la semaine. 5 ans de prison requis contre Tony Musulin pour le détournement d'un fourgon blindé. 12 millions avaient été dérobés. En revanche, aucune plainte contre le convoyeur de fonds Tapi Bernard. Dans cette affaire, 210 millions ont été subtilisés au trésor public avec la complicité de Lagarde. Christine. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni bloqués dans une mine au Chili. Les entreprises de forage ont commencé. Le président et sa femme devraient sortir en janvier. Ah, mais excusez-moi, non, Ah, c'est la grotte de Lascaux. D'accord. Et ils sont sortis au bout de 50 minutes. Excusez-moi, je me suis trompé, pardon. Fausse joie, pardon. Un collaborateur de François Fillon débarqué pour avoir insulté la police lors d'un contrôle d'alcoolémie. Ils font de la peine en ce moment à droite. Hein. Ils mentent, ils trichent, ils espionnent des journalistes et le soir, pour oublier, ils boivent.
Il se bourre la gueule. À bord les Mimosas, un terrain bourré d'explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale abritait une aire de jeu pour les tout-petits. Brice Hortefeux devrait proposer le terrain au rhum. Berlusconi a choqué l'opinion en racontant une mauvaise blague sur Hitler. On sent qu'il nous jalouse en ce moment, Berlusconi. Hein, il nous jalouse. La France est condamnée dans le monde entier pour sa politique raciste et du coup, il nous en veut. Les plus pourris en ce moment, Silvio, c'est nous. Au niveau saloperie, actes racistes, propos nauséabonds, on est les champions. Siamo campioni del mondo. France Télécom réussit sa rentrée, 5 suicides en 2 semaines. C'est bien parce que c'est pas évident après les grandes vacances de reprendre ses marques, de retrouver tout de suite ses bonnes habitudes. Bravo, chapeau. Le docteur mort a été remis en liberté. Ce chirurgien esthétique avait été incarcéré pour des opérations ratées. Les oreilles de Danny Boone, le menton des frères Bogdanov, la bouche d'Emmanuel Béard, c'est lui. Une découverte scientifique pourrait expliquer le comportement de Dominique Strauss-Kahn. Chez la punaise du lit, le mâle plante son pénis acéré n'importe où. Femelle, nymphe, larve, insecte plus faible, tout y passe. À Alençon, un homme condamné pour avoir abusé d'une chèvre. Vous avez des chèvres? Non. Elles sont toutes parties. Ah, elles sont toutes parties. J'en avais marre. L'émission de Jean-Luc Delarue a été suspendue. Personnellement, les interviews de Jean-Luc vont me manquer. C'était super. Bonjour à tous. Aujourd'hui est le thème de notre émission, comment vivre au quotidien avec une image de merde. Vous êtes des centaines à avoir eu une image de merde et à vivre avec. Alors avec moi ce soir, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, bonjour. En 2009, vous avez été condamné pour injure raciale, une phrase à propos des Arabes. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Une phrase terrible, Brice. Une phrase qui divise, une phrase qui fait mal. Et puis en juillet 2010, nouveau dérapage, vous dénoncez la grosse cylindrée qui tracte les caravanes des manouches. Alors, est-ce que Brice Hortefeux, ce sera ma première question, est-ce que dans votre cas, on peut parler d'un rejet de l'autre, d'une peur de la différence, ou plus simplement, est-ce que tout ce qui n'est pas blond avec des yeux bleus et un pull Lacoste vous dérange? Je rappelle que petit, vous avez servi la messe, vous étiez un enfant de cœur. Est-ce que vous n'avez pas subi des traumatismes? Vous nous en direz plus tout à l'heure. Tout de suite, c'est le sommaire, on regarde. Merci, le sommaire. Pour les vendanges, les producteurs de champagne embauchent des ressortissants de la communauté européenne, excepté les Roumains et les Bulgares. C'est vrai que ça change le goût du champagne. On va vous faire une petite démonstration avec Momo. Momo. Alors Momo, ça c'est un champagne dont le raisin a été cueilli par des gens du voyage, des manouches. Bon. Déjà, la couleur n'est pas terrible. Hein. On sent qu'ils n'ont pas dû se laver les mains avant. Et puis, bon, non, à niveau du goût, hein, ils ont dû garer les caravanes près du vignoble. Il y a un petit fumet de poulet grillé. Enfin, c'est pas ça. Et là, Momo, nous avons un champagne dont les raisins ont été cueillis par des Français de souche. De souche. Aucun rhum. Aucun. Pas de noir non plus. Surtout pas. Ah, Momo, il y a une saveur, ça pétille, c'est tout à fait autre chose. Donc ça, Momo, c'est du champagne sans rhum.
Aucun. Alors, il faut que ça soit sur la bouteille, hein, parce que le consommateur arrive dans un supermarché, il faut mettre champagne garanti, sans robe, qu'il ne se trompe pas et qu'il n'achète pas un champagne cueilli par des manouches. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Billon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canal+.fr. On passe maintenant à l'invité du samedi 20h. Paul Rebonsoir, vous êtes né en 1964 à Ruffec, en Charente. Vos parents étaient agriculteurs. En 1982, vous passez un BEP agricole et 5 ans plus tard, vous avez 23 ans, vous vous installez à votre compte sur la ferme familiale en Charente. Dès les premières années, vous appliquez ce que vous avez appris dans les écoles d'agriculture, c'est-à-dire l'utilisation massive d'engrais et de pesticides, et ça marche. Ça fonctionne très très bien. Votre exploitation passe de 27 à 200 hectares. Donc à l'époque, vous gagnez de l'argent. Oui, puis à l'époque, toute cette chimie nous permet d'augmenter les revenus, nous permet d'augmenter les rendements. Ça répond à l'attente aussi de la société qui veut une indépendance alimentaire au niveau de la France et voire aussi en Europe. Ouais. Donc tout le monde y retrouve son compte. Moi, j'ai vu mon père travailler péniblement dans les champs. La chimie nous permettait de travailler avec moins d'efforts physiques. Ouais. Et donc, c'est formidable, quoi. Vous dites d'ailleurs, je suis le pur produit de l'agriculture intensive. Complètement, Ouais. complètement. Je l'ai pratiqué, je n'en suis pas fier, mais je n'en ai pas honte non plus. Mais dans les années 90, les prix commencent à stagner et pour maintenir les rendements, vous êtes obligé d'utiliser des quantités de plus en plus importantes de produits chimiques. Qui dit produits chimiques dit protection. Les pouvoirs publics vous incitent évidemment à vous protéger de la tête aux pieds. Mais effectivement, pour l'image de vos produits, c'est difficile d'être vu dans un champ habillé comme si vous travailliez dans une centrale nucléaire, quoi. C'est exactement ça. Il y avait le discours officiel, protégez-vous, et le discours officieux de dire, attention, si tout le monde vous voit traiter avec des tenues de cosmonaute, qui va acheter ces produits? Bah oui. Bon, moi, je me protégeais les mains et le visage, mais les tenues, je reconnais. Vous les mettiez pas, bah oui. Pas forcément, non. Et un jour, tout bascule, c'est le 27 avril 2004, en ouvrant le couvercle d'une cuve de produits chimiques, vos voies respiratoires sont envahies par une puissante odeur, et à ce moment-là, une bouffée de chaleur. J'ai inhalé un produit qui était devenu un gaz, en fin de compte, parce que dans cette cuve, il faisait très chaud et le produit était devenu un gaz. Vous rentrez chez vous en titubant, là, vous prenez une douche, et la suite, vous vous en souvenez pas. C'est-à-dire, vous avez 5 jours d'amnésie, quand même. Oui, la suite, je m'en souviens pas. J'ai eu la chance, mon épouse était professionnelle de la santé, a eu les bons réflexes. J'étais en difficulté respiratoire, donc je fais que répéter ce qui m'a été expliqué. Et j'ai repris mes esprits 5-6 jours après. À l'hôpital, le diagnostic, c'est intoxication au monochlorobenzène, la molécule qui entre dans la composition du désherbant que vous utilisez. Mais le centre antipoison est assez optimiste. On vous dit, il n'y a pas de souci à se faire, tout va rentrer dans l'ordre. Le centre antipoison a dit, ne faites pas de traitement particulier, ni d'analyse surtout, c'est ce qui est le plus grand scandale. Tout va rentrer dans l'ordre. Dans quelques semaines, tout sera comme avant. C'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Alors vous reprenez votre travail exactement dans les mêmes conditions que précédemment, mais fin 2004, votre état de santé s'aggrave, vous bégayez, vous perdez le fil de vos pensées, vous devenez irritable. Oui, complètement. J'avais maigri, j'étais très fatigué, j'avais surtout des pertes de connaissances et des maux de tête qui devenaient de plus en plus violents. J'ai été hospitalisé suite à des maux de tête pour une suspicion méningée, et donc et à partir de là, j'ai été suivi de service, baladé de service en service. Le centre antipoison dit c'est impossible que le chlorobenzène puisse générer de tels troubles 6 mois après son intoxication. Donc il n'y a pas besoin de faire de prise de sang, il n'y a pas besoin de faire d'analyse d'urine. C'est incroyable. Et ce qui est, moi, m'a toujours surpris, c'est qu'à chaque fois que je perdais connaissance, on me faisait des prélèvements pour voir si on ne retrouvait pas des médicaments, de l'alcool, du tabac, des psychotropes, et j'en passe. Mais jamais on essayait de rechercher s'il y avait un toxique quelconque pouvant avoir un lien avec mon intoxication. Alors, certains toubibs en arrivent même à vous persuader que vous êtes dépressif. Vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique, vous prenez des antidépresseurs, mais vous multipliez les comas à ce moment-là. J'ai eu la chance de rencontrer des
des psychiatres qui ont très bien fait leur travail, qui ont dit « Monsieur François est certainement dépressif parce que malade, mais pas malade parce qu'il est dépressif ce qui est fondamentalement différent. Bien sûr. Et heureusement qu'ils sont intervenus, parce que je pense que j'aurais fini complètement shooté par les médicaments. Alors finalement, ce n'est qu'en février 2005, donc pratiquement un an après votre intoxication, qu'on vous fait une prise de sang, incroyable, et la stupeur, on détecte du chlorophénol en grande quantité. Oui. Et les gens n'y croient pas. Il y a un toubib qui dit à votre femme, votre mari se shoot au désherbant. Il y en a un autre qui lui dit, le produit avec lequel vous teignez les cheveux, finalement, il est plus dangereux que ce qu'il a. Voilà, c'était très dur à vivre. Vous avez la chance de rencontrer Henri Pezra, qui vous fait un traitement à base d'algues, le même qui a été fait au président ukrainien Viktor Yushchenko. Aujourd'hui, vous souffrez d'amnésie, d'insuffisance respiratoire, vertige, d'absence. Mais surtout, vous avez un déficit immunitaire très grave, ce qui fait que vous preniez pratiquement des antibiotiques les 3/4 de l'année. Voilà, on ne sait pas trop parce que les médecins cherchent encore, mais c'est vrai que je ne voyais que mon médecin pour prendre l'apéro avant, excusez-moi, mais jamais pour me soigner. Et depuis, voilà, j'ai que des problèmes de santé. Alors, globalement, je vais dire, par rapport à des collègues qui sont tout simplement, je vais être très, très dur, décédés, d'autres qui sont dans des lits aujourd'hui, qui ne peuvent plus bouger. Comme moi, j'ai la chance de pouvoir justement parler. Je veux parler à leur nom, parce que... Oui, alors à partir de là, vous menez un combat judiciaire contre la mutuelle, parce que la mutuelle refuse de vous indemniser au-delà de 5 semaines. Ils vous disent, vous allez mieux, pourquoi vous voulez absolument savoir ce qui s'est passé? Vous allez mieux, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Ok, vous avez passé 9 mois dans les hôpitaux, mais pourquoi vous vous posez des questions par rapport aux produits? Vous n'avez pas à nous embêter quelque part. Ouais. Alors, la FNSEA a réagi un petit peu comme la CGT dans les années 70 quand on parlait de l'amiante, c'est-à-dire pas de problème, il ne faut pas le dire, il faut préserver l'emploi. Oui, et quand j'entends un discours aujourd'hui de dire il ne faut pas toucher aux pesticides, que le programme Eco-Phyto 2018 de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires va mettre en péril les emplois en France et l'agriculture, c'est un grand mensonge. Il y a énormément d'agriculteurs aujourd'hui qui sont victimes de ces produits, qui sont malades. Et il faut le dire, il faut en parler. Il y a combien d'agriculteurs qui sont malades aujourd'hui de ça? Il n'y a pas eu de recensement. Du moins, il devait sortir une étude en 2008, qui est toujours dans les cartons, on ne sait pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai tous les jours des coups de fil, des lettres de gens qui sont malades. Quand je suis dans les hôpitaux, je vois des médecins de base qui disent « mais on voit de plus en plus d'agriculteurs qui arrivent dans nos services pour des problèmes de néphrologie, d'immunité. Il y a ils le voient, mais il n'y a pas d'études pour le dire. L'espérance des agriculteurs de vie était au-dessus de la moyenne française. Aujourd'hui, elle est en train de diminuer. Alors j'entendais un chercheur l'autre jour qui disait « oui, mais ils fument plus qu'avant, ils sont devenus des citadins ». Excusez-moi, je pense que ça, c'est un raccourci qui est trop vite fait. Moi, je pense que ça correspond avec l'utilisation des produits chimiques qu'on a fait dans les années 80, parce qu'on sait qu'il faut à peu près 30 ans, 70-80, et c'est aujourd'hui qu'on a des effets sur notre santé. Le pire, quand même, c'est l'omerta du lobby de la chimie, quand même. Ah oui. Vous voyez, nous, par exemple, on n'a pas le droit de dire ni le nom, ni le fabricant du produit. Non, parce qu'ils vont nous attaquer au tribunal. Oui, il y a de grandes chances. Donc on ne le dit pas. Enfin, ça prouve l'omerta, en tous les cas. Voilà, il faut pas le dire. À chaque fois que j'ai assisté à une conférence, une dernière en date, ils avaient leurs huissiers qui étaient dans la salle pour écouter ce que je pouvais dire. Donc ça montre un petit peu quelle puissance ils ont. Mais je citerai un ami qui est décédé il y a 1 an. Et sur son lit d'hôpital, il a montré au professeur qu'il soignait, il lui a dit « Vous savez, c'est un bon business quand même, parce que je vois des noms ici, là, sur le goutte à goutte, sur mes perfs, c'est exactement quand même les mêmes firmes qui m'ont fabriqué les désherbants. Donc la boucle est bouclée, ils nous empoisonnent à un bout, ils nous vendent le médicament à l'autre, cherchez l'erreur, mais peut-être que les centres antipoison, je ne veux pas parler de corruption, surtout pas, mais ne peuvent pas être jugés partis, parce que ces laboratoires, du fait du manque d'argent public, c'est les laboratoires vont chercher de l'argent sur des groupes qui sont quand même des firmes très importantes, mais peut-être que les médecins aujourd'hui n'ont pas forcément cette indépendance. Alors finalement, votre maladie est reconnue comme professionnelle, et c'est la première fois dans votre cas, donc on a fait le lien entre un produit phytosanitaire et des troubles de santé. Désormais, donc, vous combattez, vous militez. Le produit qui vous a intoxiqué a été interdit aux USA en 1992. Il a été interdit en France en 2007, voilà. C'est comme le chlordécone, il était dangereux aux USA en 77. On a attendu la fin des années 90 pour l'éliminer en France. Il faut aussi savoir que le produit qui m'a empoisonné a été retiré du marché par la Commission européenne
parce que trop dangereux pour l'utilisateur. On n'a pas parlé d'environnement. Enfin, si c'est dangereux pour moi, à mon avis, l'environnement, ça ne peut pas être bon. On ne parlait pas du consommateur, mais c'est un des rares produits qui a été retiré du marché en disant trop dangereux pour l'utilisateur. Est-ce qu'on n'est pas devant un scandale comparable à celui du sang contaminé, mais pour les agriculteurs? Henri Pézra, qui est décédé depuis, donc ce professeur m'avait dit « Je suis en train de revivre la même chose qu'avec l'amiante, mais je pense que ça va avoir des conséquences encore plus graves parce qu'il y aura les utilisateurs, l'environnement, le consommateur. Ouais. Et c'est vrai que je crois qu'il y aura une hécatombe avec ces produits. Il y a beaucoup de cas de Parkinson, de leucémie. Parkinson est reconnu aujourd'hui en tant que maladie professionnelle pour le milieu agricole. Alors je rappelle que vous témoignez dans un film qui sort le 10 novembre, un film de Jean-Paul Jaude qui s'appelle Séverne. Nous en parlerons évidemment à ce moment-là. Jean-Louis Debray. Écoutez, moi, depuis quelques années, ma fille, Marie-Victoire, m'a mis au bio. Ah oui. Et je vais très bien. Oui, vous avez l'air, oui. Vous mangez plus que du bio. Pratiquement. Elle est très adepte de ça. Elle a considéré qu'il ne fallait pas manger trop de viande, que les produits étaient abîmés par les pesticides, par les nitrates, etc. Moi, en vous écoutant, je me posais une question qui fait le lien avec le débat actuel sur les retraites. Je me disais, est-ce que ce monsieur fera partie des gens qui auront des régimes qui leur permettront de partir plus tôt à la retraite que d'autres? Plutôt que de se poser la question de savoir s'il y a des gens qui ont des espérances de vie plus courtes, on ferait peut-être mieux d'être plus attentif aux conditions de travail des gens et développer une véritable médecine du travail préventive. Mais si on regarde à l'instant T, on va dire que notre espérance de vie est longue. Moi, j'ai eu une intoxication aiguë, mais ceux qui ont des intoxications chroniques, il faut 30 ans pour que la pathologie puisse apparaître. Donc, de toute façon, si on décide aujourd'hui que ces gens-là pourront travailler jusqu'à 65 ans, parce que leur espérance de vie étant plus longue, je donne rendez-vous aussi dans 20 ans. On verra dans quel état mes collègues seront. Et là, je peux vous dire que, à mon avis, ça ne sera pas les mêmes. Merci de votre témoignage, en tous les cas. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'était Salut les terriens, avec Charles Napoléon, pour Napoléon, mon aïeul, cet inconnu, chez XO Éditions, Jean-Louis Debray, président du Conseil constitutionnel, pour En tête-à-tête avec De Gaulle, chez Grunt Éditions, Odon Vallée, spécialiste des religions et auteur du livre Les enfants du miracle, chez Albin Michel, Caroline Forest, chroniqueuse au Monde et à France Culture, Paul François, merci. Je voudrais signaler la sortie en DVD de Bus Palladium de Christopher Thompson, un film salué par Le Monde, le JDD et Le Point, l'histoire d'un groupe de rock et d'une fille qui débarque, à tout ce qu'on aime, voilà. Je voudrais aussi signaler que Stéphanie Fugain organise à l'Hôtel de Ville de Paris une grande manifestation intitulée Cœur de vie du 22 au 25 septembre avec de nombreuses animations pour sensibiliser les gens aux dons de plaquettes sanguines. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions, grelotte.com, et pour les abonnés à 20h50 et l'attaque du métro 1, 2, 3 avec John Travolta et Denzel Washington. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.